Le scénario est un classique, mais bon, ça fait toujours un pincement au cœur. Un joueur clé, un attaquant en pleine bourre, qui se blesse juste avant une compétition majeure. C'est vraiment le cauchemar. Et c'est exactement ce qui vient d'arriver à Hassan Diao, l'international sénégalais, qui doit déclarer forfait pour la CAN. Dans ces moments-là, l'incertitude est totale. Pour le club, pour la sélection, pour les fans, partout. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, on a une source aujourd'hui, une seule, mais elle est très précise. C'est un article de Wisport daté de ce samedi 3 janvier 2026. Et cet article, il est précieux parce qu'il rapporte vraiment mot pour mot ce qu'a dit l'entraîneur de com, Cesc Fabregas, en conférence de presse la veille. C'est une plongée directe dans les coulisses, quoi. Tout à fait. Et notre but ici, ce n'est pas juste de jouer les devins sur sa date de retour, pas du tout. C'est de prendre cette communication et de s'en servir un peu comme une étude de cas. On va décortiquer le processus, analyser les protocoles, qui sont parfois un peu tendus entre un club et une fédération. Et surtout, voir ce que ça nous dit de la gestion moderne d'un athlète des hauts niveaux, où l'humain et la performance ils sont devenus inséparables. Alors plongeons dans les détails de cette conférence de presse. La première chose qui me frappe vraiment dans les propos de Fabregas, c'est un détail logistique qui semble à première vue complètement contre-intuitif. Ah oui. Diao est blessé, il est forfait, et pourtant, il a dû prendre l'avion pour le Sénégal. Franchement, ça paraît absurde. Un joueur blessé aux ischio-jambiers, la dernière chose dont il a besoin, c'est d'un long voyage en avion. On pourrait presque y voir une sorte de méfiance de la fédération, non ? C'est une excellente lecture parce que ça touche au cœur du problème. Fabregas le dit lui-même, et le mot est important. C'est quasiment obligatoire. Il précise, je cite, « Il est allé au Sénégal. Il y a passé 3 jours pour se faire examiner. Ce voyage, ce n'est pas une option, tu vois, c'est une procédure. » Et oui, derrière ce protocole, il y a une question de pouvoir. La fédération sénégalaise, elle ne se contente pas d'un rapport médical envoyé par com. D'accord. Non, elle exerce son droit de constater elle-même la blessure, avec son propre staff. C'est une façon de dire « c'est notre joueur et c'est nous qui validons officiellement son indisponibilité pour notre compétition ». C'est donc une affirmation d'autorité, en fait. Mais imagine la tension si les diagnostics n'étaient pas les mêmes. Si le médecin de la Fédé disait « écoutez, pour nous c'est moins grave, il pourrait jouer le 3e match ». Qui a le dernier mot dans ce cas ? Et voilà. Là, on entre dans les zones de friction qui animent les coulisses du foot international. Juridiquement, pendant les fenêtres internationales, le joueur est sous la juridiction de sa fédération. Ah oui, quand même. Oui, si la fédération l'estime apte, elle a le droit de le garder. Mais le club reste l'employeur. Du coup, en cas de désaccord, ça peut aller au bras de fer, avec des clubs qui menacent de ne plus libérer leurs joueurs. Heureusement, ici, la blessure aux ischios semble assez claire pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Mais ce voyage obligatoire, ça illustre parfaitement cette dynamique. D'accord. Et donc, une fois cette formalité réglée, Diaou est revenu à Com. L'article dit qu'il a effectué la première phase de sa convalescence ici. Pour une blessure aux ischios, qui est l'hantise des joueurs rapides comme lui, ça consiste en quoi cette première phase ? J'imagine qu'on ne le met pas tout de suite sur un tapis de course. Ah non, certainement pas. C'est la phase la plus critique en fait. C'est là que se joue une grande partie de la prévention des récidives. La première phase, c'est d'abord la gestion de l'inflammation. Repos, glace, compression. Calmer la douleur, limiter l'hématome. Très vite, on introduit un travail de mobilisation très douce pour éviter que le muscle ne cicatrise mal. On travaille aussi les autres muscles, le gainage. C'est un travail de l'ombre, très méticuleux, mais qui conditionne tout le reste. Ok, donc on a ce protocole international très rigide, puis cette première phase de soins très contrôlée. Et c'est là que Fabregas prend une décision qui, elle, sort complètement du manuel. Il ne passe pas directement à la phase 2, non, il l'envoie chez lui. Il dit je lui ai maintenant accordé 4 jours de repos pour qu'il puisse se ressourcer et rentrer chez lui en Espagne auprès de sa famille. C'est une rupture assez étonnante dans ce processus, non ? C'est plus qu'étonnant. C'est la marque d'une philosophie de management très moderne. Le mot-clé que tu as cité, c'est « se ressourcer ». Il ne parle pas de se reposer physiquement. Il parle de recharger les batteries mentales. C'est l'aspect psychologique. Exactement. Il faut se mettre à la place du joueur. Hassan Diao, il vient de voir s'envoler l'un des plus grands objectifs de sa saison. C'est un deuil sportif. La frustration, la déception, c'est un cocktail psychologique qui est extrêmement lourd. Rester au club, voir les coéquipiers partir en match, ça peut être très dur à vivre. On est loin du cliché du coach qui dirait « serre les dents et reviens plus fort ». Complètement. On est à l'opposé. Les entraîneurs comme Fabregas,
Ils savent qu'un joueur épuisé mentalement, il guérit moins bien. Il est moins concentré dans sa rééducation. Il a plus de risques de se blesser à nouveau. Cette décision, ce n'est pas juste de la bienveillance. C'est une décision de performance stratégique. En l'envoyant dans son cocon familial, il lui permet de digérer ce choc. C'est un investissement, en fait. Et cet investissement sur l'humain n'empêche pas, visiblement, un plan de retour très carré. Parce que juste après, Fabregas détaille la suite avec une précision quasi militaire. Il revient lundi. Et là, une étape symbolique. Dès lundi, il quittera la piscine, il commencera à travailler sur le terrain. Ce passage de l'eau à l'herbe, ça va être un moment fort dans la tête d'un joueur, j'imagine. C'est un jalon psychologique fondamental. La piscine, c'est le monde du blessé. On y travaille sans les impacts. C'est essentiel. Mais le terrain, c'est le monde du footballeur. C'est le retour à la normale. C'est ça. Quand il dit commencer à travailler sur le terrain, il ne faut pas imaginer une séance avec le groupe. Il s'agit de courses en ligne droite, à faible intensité, de retrouver la sensation du sol. C'est la réathlétisation. En communiquant cette étape aussi clairement, Fabregas envoie un message très positif. Le pire est derrière nous, on avance. Et cette progression est tellement bien balisée que ça lui permet de faire quelque chose que beaucoup d'entraîneurs détestent, s'avancer sur une date de retour. Il ne se cache pas, il donne une cible précise. Je pense qu'il sera de retour pour le match contre le Torino le 24 janvier. Il prend un risque en faisant ça, non? Les médias, les supporters, ils vont cocher cette date. Il prend un risque, mais un risque calculé. C'est un exercice de communication de très haut niveau. S'il reste vague en disant plusieurs semaines, il ouvre la porte à la spéculation, aux rumeurs. C'est vrai. En donnant une date, il reprend le contrôle du récit. Mais remarque comme il l'encadre immédiatement. Juste après, il ajoute « Mais il reste encore du chemin à parcourir et on verra comment se déroulent les 2 prochaines semaines. » Il plante un drapeau, mais il se laisse une marge de manœuvre énorme. C'est vrai, et il va même plus loin. Il donne lui-même le scénario optimiste. Il sera peut-être prêt avant ce match, peut-être 3 jours avant contre la Lazio. En fait, il ne donne pas une date, mais une fenêtre de retour. Précisément. Et c'est là toute l'intelligence de sa démarche. Il donne une estimation globale, 3 semaines environ, et il la borne avec 2 scénarios. Le 24 janvier, c'est l'objectif réaliste, prudent. Le 19, c'est l'objectif optimiste, si tout est parfait. Du coup, quoi qu'il arrive, que João revienne le 19, le 21 ou le 24, il sera dans les temps qu'il a lui-même définis. Il a créé un cadre où tout retour dans cette fenêtre sera vu comme une réussite. Il protège son joueur, il protège son staff, c'est très malin. Quand on met tout ça bout à bout, c'est fou. On part d'une simple déclaration sur une blessure et on se retrouve avec une vision à 360 degrés de la gestion d'un club moderne. On a parlé politique sportive, internationale, sciences médicales, psychologie de l'athlète et stratégie de communication. C'est fascinant de voir tout ce qui se cache derrière une indisponibilité de 3 semaines, quoi. C'est exactement ça. C'est un microcosme parfait du foot de haut niveau aujourd'hui. La gestion d'un joueur, ce n'est plus seulement l'affaire du coach sur le terrain. C'est une collaboration constante entre le médical, le coach pour le mental et la com pour l'environnement extérieur. Et tout ça est traversé par des enjeux logistiques et diplomatiques, comme ce voyage au Sénégal l'a montré. Chaque décision, de l'autorisation de rentrer en famille à la formulation d'une phrase en conf de presse, tout est pesé. Et en y réfléchissant, toute cette analyse me laisse avec une question un peu plus large. On a vu cette tension entre le club, qui emploie et paye le joueur, et la fédération, qui représente l'honneur national. Dans ce bras de fer, où le joueur est parfois obligé de voyager blessé pour un protocole, on peut se demander où se situe vraiment son intérêt à lui. C'est une excellente question. N'est-il pas un peu l'otage de ce système pris en étau entre les intérêts financiers de son club et la pression patriotique de sa sélection ? La communication si transparente de Fabregas, c'est peut-être aussi une façon de le protéger dans ce jeu d'influence. C'est une dynamique qui est au cœur du football moderne et qui, je pense, n'a pas fini d'alimenter les débats.